Alors, bonjour monsieur, vous venez d'Irlande, vous nous avez agréablement surpris par votre témoignage. Finalement, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui au sujet de ce livre et de la prestation de Patrick Beko? Bon, merci beaucoup pour la question. Le livre, c'est un livre très édifiant. Donc, c'est comme si, pas comme si, mais il nous a ouvert les yeux sur quelque chose qu'on ne connaissait pas. On était des ignorants et aujourd'hui, en tout cas honnêtement parlant, nous sommes des ignorants et nous étions des ignorants. À travers ces livres, c'est une lumière qui s'ouvre devant nous et nous, Congolais, nous devons vraiment nous prendre en charge en commençant d'abord à lire et après nous allons trouver des solutions efficaces pour notre pays. L'air est très grave. Francis, finalement on te retrouve après Lille, te voilà à Paris. Pourquoi avoir suivi de nouveau la conférence de Patrick Beko puisque tu étais déjà à Lille? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à revenir et à lui poser des questions à Paris? C'est comme tout être humain, j'étais à Lille comme vous venez de le souligner et je reviens aujourd'hui à Paris. C'est justement, voilà, un être humain a besoin de se nourrir tous les jours. Voilà, le livre il contient 688 pages. En 2 heures de temps en Lille, on ne pouvait pas décortiquer. Donc on est venu encore redécortiquer le livre de M. Beko. Et ma question a été surtout axée. M. Beko a fait un diagnostic et il a proposé des pistes de solutions. La piste de solution, selon lui, c'était l'information et la lecture. Voilà, que les gens s'informent du pourquoi, du comment, du drame du Congo et des Congolais. Et moi j'ai proposé, voilà, il faudrait que les Congolais aient des alliés. Mais M. Beko a bien expliqué que le premier allié du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Comme on dit toujours, le premier ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Donc le premier allié du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Et le premier allié du Congolais aussi, ça pourrait être le livre de Patrick Beko pour éveiller les consciences. Évidemment. Voilà. Merci. Très chers compatriotes, voici aujourd'hui 15 décembre 2020. Les jours que notre compatriote Patrick Beko a choisi pour nous parler de son livre. Ce livre qu'on a entendu depuis un certain moment, qui est sorti sur notre bibliothèque, vous pouvez acheter le livre. Mais en France, nous n'avons pas eu encore le temps de l'écouter lui-même en personne. Et comme il est là aujourd'hui, nous avons profité d'entendre un peu qu'est-ce qu'il a motivé pour écrire ce livre. Et là-dedans, il y a des passages enrichissants qui devraient normalement intéresser le peuple congolais ou l'Africain. Et c'est pour cela que je voudrais juste dire un petit mot. Merci Patrick de venir en France. Bonjour à tous. Bonjour. Merci mon frère pour l'introduction. Je vais être bref parce qu'après nous allons beaucoup plus échanger. Je dirais simplement que c'est, je cite bien entendu le mot Mbappé Cantateur parce que pour moi c'est très important. Quand nous grandissions, quand nous étions en Afrique, nous avons quand même une perception de l'Occident. Nous nous disions que la vérité provient nécessairement de ce que nous entendons dans leurs médias ou dans leur système, même je dirais académique, parce que nous pensons que bon, c'est ça la vérité. Moi, quand je grandissais, je savais peu de Lumumba, je savais beaucoup d'Alexandre de Grand, je savais beaucoup de plusieurs rois européens, on parlait de Périclès, on parlait de tout ça, mais quand on me posait la question sur Lumumba ou sur Kimpembe, toutes ces figures africaines, même Cheikh Anta Diop, ou même Kwame Nkrumah, j'étais un vrai bourrique. Et donc, mais je pensais que j'étais intelligent parce que je faisais quand même des bons pourcentages à l'école. Et j'ai grandi avec ça. Quand je suis arrivé au Canada, je suivais les infos, mais dès le bas âge, j'avais quand même cette habitude de questionnement. Je me demandais toujours pourquoi ça, il y avait des questions qui restaient sans réponse. Et à un certain âge, quand on a un certain bagage intellectuel,
et surtout quand on a la liberté de penser, parce que c'est ça qui est important, c'est la liberté de penser, de lire l'histoire selon notre propre point de vue, on commence à s'interroger sur plusieurs affaires. Et moi, c'était le Congo qui m'intéressait beaucoup plus, et je savais que la crise congolaise tirait ses origines de la crise rwandaise, mais il fallait avoir quand même une lecture assez claire des événements pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que le Rwanda, malgré, oui c'est vrai qu'ils ont connu une tragédie, mais pourquoi le Rwanda qui exporte ses habitudes barbares chez nous n'est jamais accusé ou n'est jamais condamné, et ça me restait en tête. Et en même temps, il y a des questions aussi élémentaires, comme par exemple l'histoire du génocide. Quand j'étais à l'école, une fois, mon prof parlait du génocide, il a dit, bon, après nous avons parlé des statistiques sur la population rwandaise, il nous a dit que 1 million de Tutsis étaient morts. Moi je me suis dit, mais monsieur, vous avez dit qu'au Rwanda, il y avait seulement 14% de Tutsis. Comment 1 million de Tutsis sont morts alors que, si on regarde 14% à l'époque, c'était environ 680 000. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il m'a dit, non, c'est comme ça que c'est passé. Cette habitude, ce questionnement me restait dans la tête, et quand je suis arrivé au Canada, voilà, j'avais compris qu'il y avait quand même une manière assez tronquée de livrer l'information. Et j'ai un ami qui a écrit un livre important, Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique, il s'appelle Alain Deneau. Il y a aussi Delphine et puis William Sachet, donc c'était 3 auteurs. Et un jour, je rencontre Alain Deneau, nous discutions de la question des Grands Lacs, et il me dit, mais pourquoi tu n'écris pas un livre? Je lui dis, bon, j'écris déjà des articles, mais un livre, je dois commencer quelque part, et même si je dois écrire un livre, 100 pages, bon, je me disais comment je vais faire pour rédiger 100 pages, c'est pas évident. Et puis voilà. Mais un jour, comme ça, je regarde la première chaîne de radio, la première chaîne nationale canadienne, et on parlait de l'histoire des Grands Lacs, comme d'habitude. Et là, l'histoire était tellement tronquée que j'étais très révolté. Je me suis dit, non, cette fois, je veux vraiment écrire. Et je me suis assis devant mon ordinateur, et c'est comme ça que l'histoire est partie, l'aventure est partie. Mais je ne pensais pas non plus tomber sur toutes les informations que j'ai eues pendant mes recherches, mes investigations, mon enquête, c'est-à-dire, je me disais, bon, les Canadiens sont impliqués, les entreprises canadiennes, mais en enquêtant, je me rends compte que les choses sont beaucoup plus graves que je ne le pensais. C'est important de comprendre que ces gens-là étaient au Congo en 1960. Qu'est-ce qu'ils faisaient au Congo en 1960? Et donc, quand je commence à travailler dans les archives, j'ai travaillé dans les archives de plusieurs gouvernements, j'ai travaillé sur les archives des services de renseignement, des archives déclassifiées, il y avait même certaines notes qui sont encore pour l'instant confidentielles. J'ai eu à discuter avec plusieurs témoins des événements, tant au Rwanda qu'au Congo, et c'est en rassemblant toutes ces informations, en les analysant, je me suis rendu compte que les choses étaient beaucoup plus compliquées qu'on nous présentait. Donc, la première chose que je découvre dans mes recherches, dans mes investigations, c'est l'implication du Canada dans l'assassinat de Lumumba. Ça, c'est inédit parce que presque tous les livres d'histoire que nous connaissons nous parlent des Belges et des Américains. Mais les Canadiens, qu'est-ce qu'ils font là? Et je découvre encore que c'est même un officier canadien qui a permis la capture de Lumumba. Je me rends compte que Lumumba, à l'époque, avait déjà décrié l'implication canadienne dans la crise congolaise. Il avait même demandé aux troupes canadiennes de partir du Congo. À 4 reprises, les troupes canadiennes vont affronter les troupes congolaises, les troupes de l'ANC, l'armée nationale congolaise. Donc, ça nous donne un peu une idée de l'implication canadienne, de l'implication assez active des Canadiens dans la déstabilisation du Congo. Et je trouve même dans une note restreinte dans les archives du gouvernement canadien, les propos de notre ministre des Affaires étrangères quand il rencontre l'ambassadeur de Belgique à Ottawa. Parce que vous savez, la crise de 1960 découle du dessein belge de ne pas laisser, de toujours maintenir cette mainmise sur le Congo qu'ils exploitaient bien avant l'indépendance du pays. Et donc, je me rends compte que les Canadiens vont dire, l'officiel canadien va dire ceci à l'officiel belge, il va dire, nous allons nous arranger
pour vous faciliter la tâche. Nous allons faire en sorte que la situation ne soit pas aussi compliquée pour vous. Et je comprends que dans la mission des Nations Unies qui avait été déclarée au Congo en 1960, les Canadiens occupaient presque des postes stratégiques. Pourquoi je parle de ça? C'est important. Parce que c'est cette mission des Nations Unies qu'on va retrouver au Rwanda, 30 ans plus tard. C'est cette mission des Nations Unies qui va participer à la déstabilisation du Rwanda en 1994. Et c'est cette mission des Nations Unies que nous décrions encore aujourd'hui au Congo, la MONUSCO. Donc, on a l'impression que l'histoire se répète. Donc, la route de l'histoire tourne, mais l'histoire a tendance à se répéter. Et il faut comprendre ces événements passés pour réaliser et comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, actuellement, parce que rien n'est nouveau. Donc en 60, la mission des Nations Unies participe à la déstabilisation du Congo, le gouvernement de Patrice Emery Lumumba, et un officier canadien va même livrer Lumumba aux hommes de Mobutu. C'est un officier canadien qui l'a fait, le lieutenant-colonel Jean-Luc Berthiaud, comme je l'explique dans le livre. Et quand Mobutu prend le pouvoir, le premier pays où il se rend, ça on ne le dit pas, ce n'est pas les États-Unis, c'est le Canada. Mais il remercie les officiers canadiens qui l'avaient aidé à prendre le pouvoir. Et on retrouve encore cette politique, comme je disais tantôt, des Nations Unies au Rwanda en 1994, comme je vais l'expliquer. Mais pour comprendre, parce qu'on parle là du Rwanda, la déstabilisation du Congo par le Rwanda interposé, j'ai commencé à m'intéresser aussi à l'histoire du Rwanda, à l'histoire de la déstabilisation rwandaise, à la déstabilisation du Rwanda, du régime du président Habyarimana, pour comprendre ce qui va nous arriver après. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la situation du Congo actuellement si vous n'avez pas une idée claire et nette de ce qui s'est passé au Rwanda. Il ne faut pas oublier, encore aujourd'hui, le gouvernement rwandais justifie ses actions au Congo par la sécurité de son territoire. Donc c'est lié, c'est très lié. Mais qu'est-ce qui se passe au Rwanda dans les années 90? On sait que la guerre sera définie. Les Américains s'imposent comme les maîtres incontestés maintenant du monde entier. Ils décident de déloger les Français de toutes les zones stratégiques en Afrique centrale. Et ils ont surtout un regard braqué sur les ressources du Zaïre. Parce que malgré tout ce qu'on peut dire sur la gestion du président Mobutu, on n'a jamais vu les multinationales exploiter le Congo comme on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire, ça, il faut que les Congolais le comprennent. Oui, Mobutu, il y a eu une gestion calamiteuse du pays, mais nous devons avoir une lecture claire et nette des événements sans partisanerie, sans sentiment, pour pouvoir au moins tracer les bonnes lignes pour l'avenir. Mobutu était l'homme des Américains, sauf qu'après la guerre froide, les Américains ne voulaient plus de lui. Ils ont redéfini les rapports de force, les alliances, et surtout, ils ont voulu placer à la tête de plusieurs États en Afrique centrale des dirigeants qu'ils appelaient les dirigeants de la nouvelle génération. Museveni avait pris le pouvoir au Rwanda, en Ouganda en 86, et les Tutsis qui étaient dans son armée, ce sont ces Tutsis-là qui vont s'emparer du pouvoir au Rwanda 4 ans après, 4 ans plus tard. Mais pardon, qu'est-ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est que les Américains ont commencé à planifier la déstabilisation du gouvernement zaïrois, congolais, pour ainsi dire, à partir de 88-89. Ils vont encourager les troupes britanniques à former les Tutsis de l'armée ougandaise dans une base appelée Jinja, en Ouganda. À la même époque, ils vont peaufiner une stratégie très claire. Et vous savez, à l'époque qui est au pouvoir aux États-Unis, c'est George Bush, c'est le duo Bush-Cheney, Dick Cheney. Parce que très souvent, merci, là je pense qu'on a le micro marche maintenant. Parce que très souvent, on a tendance à croire que la déstabilisation du Zaïre a commencé avec les Clinton. C'est très faux, parce que la guerre du Rwanda a commencé le 1er octobre 1990. À l'époque, Clinton n'était pas encore au pouvoir. C'est vrai, c'est avec Clinton que les choses vont s'accélérer. Mais le mouvement de déstabilisation, la déstabilisation a été enclenchée à la fin des années 80, début des années 90. Et dans ces années-là, il y a deux événements importants qu'on passe souvent sous silence, que j'ai voulu analyser pour comprendre en fait la suite des événements. C'est le massacre, le fameux massacre de Lubumbashi. Et aussi un rapport d'ONG internationale qui va accuser
à Biarimana de commettre un génocide contre la minorité tutsi. En 90, nous avons le président, il y a eu des échauffourées à l'université de Lubumbashi et on a accusé Mobutu d'avoir massacré des étudiants. À cette époque, on nous a imposé un embargo. Un an et demi plus tard, des ONG soi-disant indépendantes débarquent au Rwanda, enquêtent pendant 2 semaines et produisent un rapport dans lequel ils disent que le gouvernement du président Biarimana est en train de commettre un génocide contre la minorité tutsi. Les accusations de génocide n'ont pas commencé après les massacres. Elles ont commencé bien avant, en 1992. Et à la même époque, on impose un embargo au Rwanda aussi. Ce qui est curieux dans l'histoire, c'est que les ONG en question, en fait, étaient mises en place par les alliés de Kagame qui déstabilisaient le Rwanda. Donc, j'ai essayé de faire un lien entre ces deux événements parce que les deux chefs d'État sont des chefs d'État pro-français, ça c'est la première chose. Ils sont ils sont la cible des gouvernements anglo-saxons, plus la Belgique, et les deux gouvernements sont accusés d'avoir massacré leur population et on leur impose un embargo. Pour moi, c'était un peu curieux cette synchronisation en fait, des événements. Et je réalise surtout que c'est partant de l'embargo imposé aux Zaïre que le Zaïre ne sera pas en mesure de se défendre. Parce que ça aussi on l'oublie. Le Zaïre ne sera pas en mesure de se défendre. Et donc, on voit là déjà, on voit comment les stratégies de déstabilisation sont élaborées, sont en train d'être mises en place à cette époque-là. Mais nous avions à l'époque aussi, il faut l'avouer, une position qui était assez déconnectée, je dirais même assez irresponsable, parce que quand on a posé un embargo derrière, l'opposition était contente, hein, il faut le dire, l'opposition disait c'est bien. Mais quand on a posé la question en Gound, une fois au pouvoir, mais où sont les charniers des massacres de Lubumbashi? Il a dit donc, j'avais dit ça quand j'étais dans l'opposition. Donc ça vous donne une idée de l'irresponsabilité de la classe politique à l'époque. Et donc, la guerre du Rwanda qui éclate en 90 avec Kagame à la tête de son armée va culminer à l'assassinat du président Biarimana le 6 avril 1994. Mais quand on assassine le président Biarimana, Kagame s'empare du pouvoir, il écrit directement au président Bagaza du Burundi pour lui dire maintenant qu'on a pris le pouvoir, nous allons maintenant nous occuper du Sahel. Et j'ai la lettre confidentielle que je reproduis dans le livre et qui est très flagrant parce que très souvent, on a souvent, nous en Afrique, nous avons tendance à croire que les politiques des grandes puissances sont improvisées. C'est que les très fortes sont des politiques qui sont bien pensées et froidement appliquées. Et c'est comme ça que les Américains, une fois Biarimana assassiné, vont enclencher vraiment la mécanique de la déstabilisation des Zaïre, qui va commencer avec l'histoire des réfugiés. Mais ça, c'était aussi un prétexte. Et dans le livre, je prends surtout le temps d'expliquer comment les réfugiés se sont retrouvés à l'est de notre pays. Ça, c'est une autre problématique, souvent que nous abordons avec les GRD. Nous avons tendance à dire que le gouvernement a ouvert les portes, le gouvernement a ouvert les frontières, les réfugiés que nous qualifions comme ça de génocidaires sont rentrés et Kagame a eu ce prétexte pour nous envahir. Mais moi, quand je commence à analyser les faits, je me rends compte d'une chose, c'est que Kagame prend soin de fermer la frontière avec la Tanzanie. Le Burundi était déjà dans un état lamentable parce qu'il y avait un président Hutu qui était assassiné par les Tutsis de cette armée-là. En Ouganda, c'était la base arrière du Front patriotique rwandais de Paul Kagame. En fait, ils ont laissé la seule porte de sortie, le Zaïre. Donc on a poussé les réfugiés à aller au Zaïre. Et avant que même les Français n'interviennent durant l'opération Turquoise pour stabiliser la situation, il y avait déjà plus de 800 000 réfugiés qui étaient à l'est de notre pays. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous explique. Et souvent, nous avons cette habitude à l'autoflagellation parce que nous ne comprenons pas l'histoire de notre pays. Nous n'avons pas une analyse assez objective et pointue des faits, de ce qui s'est réellement passé. Le gouvernement, c'est vrai, n'avait pas le choix. Et puis, c'est un gouvernement qui était quand même signataire des conventions internationales. On ne peut pas refuser aux réfugiés qui fuient les exactions de leur pays le droit d'entrer sur le territoire. Vous allez voir, il y a ça. Et en 1996, quand la guerre éclate,
les Américains vont déployer des moyens alors ultra sophistiqués. Ils vont mettre à la disposition entre guillemets, des rebelles des satellites. La DIA, la CIA, le Pentagone vont activement s'impliquer dans la déstabilisation des aériens. Mais le rôle du Canada, et ça c'est très important, n'a jamais été relevé. Les Canadiens, pendant l'invasion des aériens, il y avait le bombardement des camps de réfugiés. Vous vous rappelez, Kagame avait bombardé les camps de réfugiés. Et voilà. Et les Français vont demander à ce qu'il y ait une force d'interposition, une force internationale pour s'interposer et pour aider les réfugiés. Et les Français, l'Afrique du Sud, la Belgique et l'Espagne se sont portés garants pour en assurer le commandement. Mais les Français et les Américains plutôt qui combattaient les Français par Kagame interposé vont refuser que les Français prennent la tête, soit dans le poste de commandement de la force multinationale. C'est là que le Canada va intervenir. Le Canada, puisque le pays jouit d'une réputation angélique, le pays passe pour un pays neutre dans les affaires internationales, qui ne s'implique pas, qui n'a pas de passé colonial, le Canada va se proposer pour assumer le commandement de la force. Or, en réalité, il y avait déjà eu des tractations entre les officiers canadiens et américains pour que les Canadiens assument le commandement de la force, court-circuitant en fait la force multinationale et permettre à Kagame et ses marionnettes de l'AFDEL de prendre le pouvoir. C'est comme ça que vous avez vu un général canadien assurer le commandement de la force multinationale qui s'appelle le général Maurice Barré au Congo. Il y a un point que je n'ai pas raconté de l'histoire rwandaise, de la déstabilisation rwandaise, c'est aussi l'implication des Nations Unies dans l'implication active d'un officier des Nations Unies qui est aussi canadien. C'est lui qui était le chef militaire de la mission des Nations Unies au Rwanda, le général Moyoda. C'est lui qui a aidé Kagame à prendre le pouvoir. Et on se rend compte qu'au Congo, en 1996, quand on met en place la force multinationale, c'est encore un officier canadien, le général Maurice Barré, qui est très lié à Romeo Dallaire, qui va assumer le commandement de la force multinationale. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les Canadiens? Ils vont carrément dire que bon, après les bombardements des camps, ils vont dire que les réfugiés ont regagné le Rwanda. Il n'y a plus de raison de déployer la force multinationale pour s'interposer entre les belligérants. Par contre, ils vont plier bagages, ils vont laisser les armes qu'ils ont emmenées aux troupes rwandaises et ougandaises, plus les armes que les Américains avaient déjà acheminées en secret en Ouganda à partir de la Somalie. Et c'est comme ça que l'AFDEL va faire route jusqu'à la prise de Kinshasa. Et pendant que l'AFDEL faisait route sur Kinshasa, les compagnies canadiennes signaient des contrats. Les compagnies canadiennes ont signé plusieurs contrats. Ils se sont même rendus à Toronto. Chez nous à Toronto, siège de l'industrie minière mondiale, et on leur a remis 50 millions de dollars pour poursuivre la guerre. Et c'est comme ça que l'AFDEL va arriver au pouvoir, va placer Laurent Désiré Kabila à la tête du pays. C'était la marionnette. Mais je découvre aussi que pendant que Laurent Désiré s'installe au pouvoir, les Rwandais ont déjà un plan pour l'éliminer. Et donc, c'est d'ailleurs la lettre que je reproduis dans le livre, la lettre du ministère de la Défense, où on voit déjà les Rwandais, les hommes de Kagame, discuter de l'éventualité d'éliminer Laurent Désiré Kabila et placer une autre marionnette à la tête du pays. Je vais être bref, comme ça on va vite échanger. Plus tard, pour juste vous expliquer encore l'implication des Canadiens, je me rends compte encore dans les élections de 2006, les élections passées de 2006, qu'il y avait encore un Premier ministre canadien qui était en fait le représentant à l'époque, celui qui représentait la Fondation Carter pour superviser les élections au Congo. C'est M. Joe Clark. Or, il s'avère que ce Premier ministre canadien est celui qui a signé le contrat de force contrôle mineral avec la Réunion à l'époque de la guerre de 1997. Donc on voit là des intérêts canadiens, des personnalités canadiennes à tous les échelons, partant de 60 jusqu'à ce jour, dans la mainmise des puissances occidentales sur la RDC. Les Canadiens sont à tous les niveaux. Bien entendu, si je parle des Canadiens dans le livre, je parle aussi des Américains,
des Israéliens et de la Belgique, et aussi de la France, dans une moindre mesure. Mais je me concentre beaucoup plus sur le Canada. Pourquoi? Parce que le Canada est l'un des pays qu'on ne soupçonne jamais dans les grandes affaires internationales, surtout pas dans les affaires du Congo. Or, 75% des multinationales aujourd'hui, les minières dans le monde, sont canadiennes ou sont basées ou sont cotées dans les bourses canadiennes. Mais on ne se rend pas compte de ça. Vous avez, au niveau des ONG, beaucoup d'ONG canadiennes servent de couverture aux activités clandestines des puissances occidentales de notre pays. Ça aussi, ce sont des choses que nous ignorons beaucoup. Et plus que nous ignorons cela, nous allons nous abandonner très souvent à ces ONG. Et souvent, notre cause n'avance pas. Vous retrouvez les Canadiens au tribunal pénal international pour le Rwanda. Et c'est une juge canadienne qui a bloqué l'enquête qui incriminait Paul Kagame dans l'assassinat d'Abiyarimana et du président Cyprien Taramira, élément considéré comme l'élément déclencheur du génocide. Cette même juge canadienne, elle était juge de la Cour suprême du Canada, Madame Lussarbo, va également bloquer une enquête des Nations Unies qui a incriminé même les post-it dans les massacres des Serbes, dans la guerre des Balkans. Pourquoi j'explique cela? Voilà, quelques mois après la fin des hostilités. Mais dans le cas du Congo, ça perdure. Pourquoi il n'y a pas de justice? Simplement parce que la justice internationale est assujettie à des intérêts particuliers, à des intérêts privés très puissants. Et dans le livre, je parle de 2 cas au tribunal pénal international pour le Rwanda pour montrer comment est-ce que l'arbitraire a eu lieu de Messie dans ce tribunal-là. Et j'explique aussi le cas de la Cour pénale internationale qui ne statue jamais sur les crimes qui se commettent au Congo, si ce n'est pour condamner quelques marionnettes, des gens comme Bosco Tanganda ou des gens comme Martin Boudjolo, alors que nous connaissons les maîtres d'œuvre. Il y a Kagame, il y a Museveni, et au-dessus, il y a les multinationales. Mais jamais ce qu'on appelle la justice internationale ne s'en prend aux puissants. C'est toujours les petits États, les États faibles, et surtout l'Afrique. L'Afrique est devenue, est aujourd'hui, le terreau où les puissances occidentales s'amusent comment pourrais-je dire, à avancer leurs cartes, à essayer leurs instruments, parce que ce sont des instruments au service des puissances occidentales. La Cour pénale internationale, par exemple, j'ai pris le temps d'observer cette cour, de comprendre le mécanisme de fonctionnement et surtout de comprendre comment est-ce qu'elle a été créée. Nous savons tous qu'elle a été créée à partir du statut de Rome. C'est ce qu'on explique. On nous explique cela dans les facultés de droit, on nous explique cela ici et là. Sauf que moi je me rends compte que pendant qu'on mettait en place le statut de Rome, il y avait des ONG réunies au sein d'une grande ONG qui s'appelle la Coalition pour la Cour pénale internationale. Cette ONG qui est composée de 2500 ONG, dont des ONG directement liées à la CIA. La plupart de ces ONG qui ont participé à la création de la CPI sont financées par le philanthrope George Soros. Donc vous vous rendez compte, une instance judiciaire, soi-disant internationale, chargée de juger les crimes qui se commettent dans le monde entier, est créée avec l'assistance des ONG impliquées dans la déstabilisation de la plupart des États africains. Donc nous nous retrouvons dans un cercle vicieux. Et cela nous fait comprendre aussi pourquoi il y a impunité. Il y a impunité dans ce monde. Quand on arrête les Africains, les criminels africains, on ne dit pas non, mais quand on n'arrête pas les maîtres d'œuvre, on ne fait rien. Parce qu'aujourd'hui, et ça, je le dis souvent, moi, personnellement, l'arrestation, que ce soit les chefs de guerre qui pullulent dans la région des Grands Lacs, pour moi, ça ne change rien. Tant et aussi longtemps qu'il y aura une machine à fabriquer des terroristes dans le coin, si on arrête Kunda aujourd'hui, on arrête Bosco Tanganda demain, après, la machine qui les a fabriqués va fabriquer d'autres. Et donc, ce cercle vicieux ne finira pas. Et pour mettre fin à cela, il faut renverser le rapport de force. Il faut que les Africains
renverse de la part de France. Nous avons une responsabilité dans la tragédie qui se passe dans notre pays. Nous ne pouvons pas toujours accuser l'Occident. Mais il faut que nous comprenions une chose, c'est qu'il y a un système qui crée des despotes. Il y a un système qui refuse à l'Afrique la liberté. Il y a un système qui pille l'Afrique pour satisfaire les appétits voraces d'une minorité de privilégiés. Je suis très allergique aux Africains qui font ce que j'appelle de l'autoflagellation intellectuelle. De toujours dire tout est de notre faute. Mais nous avons le monde à l'assassiné. Est-ce de notre faute? Nous n'avons pas non plus à nous identifier à des dirigeants africains qui ne font pas notre affaire. Moi, je ne m'identifie pas à celui qui est au pouvoir à Kinshasa. Ce n'est pas mon président. Si c'est votre président, c'est une chose. Moi, ce n'est pas mon président. Parce que l'histoire, ceux qui racontent les vainqueurs, vous savez, ceux qui prétendent être les maîtres, racontent l'histoire de l'Afrique et imposent une certaine narration de l'histoire. Et cette narration de l'histoire, nous l'intériorisons. De telle sorte que nous lisons l'histoire à travers les canaux de cette culture qui a falsifié notre vraie histoire. Et cela nous empêche en fait d'apporter des solutions claires et nettes à nos problèmes, parce que nous lisons l'histoire selon eux et nous apportons des solutions biaisées, parce que nous lisons pas l'histoire. Dans mon livre, j'ai consacré tout un chapitre à ce que j'appelle le terrorisme intellectuel et l'occupation médiatique. C'est un chapitre que j'ai rajouté après parce que j'ai compris, après avoir discuté avec plusieurs de mes compatriotes, avec des amis africains, qu'il y avait un problème qu'il fallait faire dans les têtes des gens. Si les gens ne comprennent pas le mécanisme de falsification historique des faits, ils n'aboutiront à rien. Voilà pourquoi nous écrivons, voilà pourquoi même le monde m'avait dit que l'histoire dira son mot. Le monde avait compris que si les Africains ne racontent pas leur propre histoire, à travers leur propre compréhension des événements, rien n'avancera. Le monde le savait. Même mon chef Antal dit que l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. Et il dit, il faut que les Africains se maintiennent dans cette vérité jusqu'à ce que l'humanité comprenne que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils auront rencontré des intelligences égales, capables de leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Et cette vérité, elle est la nôtre. Et c'est cette vérité que j'ai voulu transmettre à travers cet ouvrage, que j'espère que la plupart d'entre nous, la plupart des Africains, vont le lire, parce que ce n'est pas seulement l'histoire du Congo. Oui, on parle du Congo, on parle du Rwanda, on parle du Burundi, on parle des Nations Unies, Israël, des grandes puissances, mais c'est aussi l'histoire de l'Afrique. Parce que l'histoire du Congo, quand vous regardez notre pays africain, on retrouve quand même le même cheminement, on retrouve le même schéma, on retrouve les mêmes problèmes. Voilà pourquoi il est important pour les Africains de lire l'histoire par eux-mêmes, d'analyser les faits par eux-mêmes. Sans ce travail-là, sans ce travail de rectification historique, nous serons appelés à revivre les événements, parce qu'on dit qu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à la revivre. J'insiste beaucoup sur ça. Les faits que j'entends dans mon livre, tout ce que je dévoile, je laisse aux gens le soin de lire, de comprendre. Mais surtout, j'interpelle souvent mes compatriotes africains sur la compréhension historique des événements. Parce que cela façonne même nos actions. La compréhension de l'histoire a un lien direct avec les actions que nous posons. Si je vous dis que le ciel est vert, et que vous racontez cela à vos enfants, et vos enfants aussi raconteront à leurs enfants que le ciel est vert, ils seront dans le faux. Si je vous dis que vous savez, vous avez entendu parler de la théorie de la génération spontanée. Ceux qui ont fait la biologie de ça, c'était une théorie bidon qui disait que les souris naissent, quand vous prenez un linge sale, vous mettez dans un coin, vous mettez des affaires sales, et puis ça va créer des souris. Mais il y a les gens qui pensaient ça à un moment donné de notre temps. C'est la théorie de la génération spontanée. Mais il s'est fait qu'il y a des gens qui ont observé, qui ont dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais pendant longtemps, il y a des gens qui fonctionnent avec ces fausses vérités. Ce que moi j'appelle ces fausses évidences. Et les fausses évidences sur les questions concernant l'Afrique, il y en a plein. Vous regardez l'histoire du Congo, vous avez l'impression que tout se répète. Mais le Congolais ne semble pas comprendre parce que l'histoire qu'ils font, la lecture qu'ils font des événements est biaisée.
Maintenant, je peux dire en toute modestie, vous avez un instrument qui peut vous permettre de comprendre des points quand même importants de l'histoire de notre pays. Je vous remercie. Voilà, nous venons d'écouter des explications, la profondeur de ces livres, la qualité de cette investigation, la recherche et surtout l'histoire. Les faits décriés démontrent ce que moi j'ai compris, que nous devons, nous, Africains, nous plonger dans la lecture de notre histoire, de rechercher la vérité au lieu d'écouter ce qu'on nous dit. Tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, il y a dans ces bouquins, il y a des révélations, de certaines choses qu'on n'a jamais entendues, on les retrouvera là-dedans. Donc c'est ainsi que je voudrais maintenant passer à cette étape de présentation de ces livres, ces merveilleux livres, d'échange, un jeu de questions-réponses que notre compatriote devra répondre. Et surtout, soyez brefs à vos questions. Je prends la parole avant tout pour remercier le père pour avoir révélé effectivement ce qui, pour les sorciers intellectuels, je ose me permettre, ceux qui ont 4 yeux de manière intellectuelle, qui savaient qu'il y avait la même mise du Canada dans cette détérioration de la situation congolaise. Ça date de longue date. Donc, c'est pour le remercier. Je remercie donc M. Patrick Mbeko d'avoir révélé cela. Parce que comme on a toujours tendance à dire, la parole s'envole, les écrits des mers. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire. J'ai 2 petites questions. La première, vous avez bien évoqué l'évolution de l'histoire, effectivement, congolaise. Et je vais juste vous demander, vous aviez donc bien compris que Laurent Désiré Kabila, en arrivant comme marionnette, s'est fait prendre par ceux qui l'ont élu roi. La source de ces conflits-là, est-ce que vous l'aviez évoqué, vous saviez pourquoi, à un moment donné, pendant qu'il est arrivé aux affaires, qu'un complot dit se faisait pour pouvoir l'attaquer, pour pouvoir l'éliminer, ce que vous y avez fait. Par rapport aux organisations internationales, notamment les multinationales canadiennes, ça c'est clair, dans la diplomatie, les intérêts, les jeux des intérêts, il faut bien faire ce que moi j'appelle, l'auteur de la révolte de l'intelligence. Est-ce que vous avez l'impression qu'après avoir effectivement écrit ce que vous avez effectivement lu et compris, que l'intelligence congolaise est à même de pouvoir défier effectivement le monde pour pouvoir les confondre dans cette velléité-là de la déstabilisation du Congo. Est-ce que vous avez des préconisations éventuellement? Le constat a été fait, vous l'avez fait, le mouvement l'a fait, certains d'autres l'ont fait, et les armes effectivement parlent, je vais en finir là, mais je souligne une chose que aucune arme, si efficace soit-elle, ne peut combattre les vertus d'un peuple conscient de sa dignité. Alors, on nous a appris des choses à l'Occident. La religion est l'opium du peuple, je vais finir là. Je dirais l'éducation est l'opium du peuple. Est-ce que vous y avez préconisé des solutions pour pouvoir éduquer les Congolais à faire cette révolte de l'intelligence pour pouvoir prendre en main la situation et pour ne pas être tout à fait dans la position de faiblesse de pouvoir être tout le temps plaignant. En fait, c'est ça que vous voulez dire. C'est vraiment une question qui est très importante. Et moi, j'ai toujours dit que ce que vous appelez la révolte de l'intelligence va être primordial dans ce combat que nous menons. Je le dis d'autant pourquoi, parce qu'on ne peut pas combattre un système colonial. Je ne cesse de le dire.
Le problème, c'est que nous avons été formatés pendant très longtemps. Et il faut accomplir ce que j'appelle souvent la décolonisation des esprits. Nous devons remplacer tout ce qu'on nous a mis comme pourriture dans la tête par des bonnes choses, par de la bonne nourriture. Le peuple a besoin de la bonne nourriture. Quitte à savoir si les Congolais l'ont intériorisé, pour l'instant, je pense que ça vient. Et ça viendra avec le temps. C'est pour cette raison que moi j'ai écrit, que d'autres personnes commencent à écrire, que les Congolais, et nous exhortons surtout les Congolais à lire. C'est ça qu'il faut faire en fait. Parce qu'on peut crier, mais je ne peux pas tout dire. Là, j'ai quelques minutes pour vous parler d'un livre de 688 pages. Ben, je vous dis que j'ai enlevé 2 chapitres dans ce livre-là, parce que le livre on faisait presque plus de 800 pages. Et pour des raisons des éditeurs et tout ça, donc j'ai dû, d'une certaine manière, réduire le livre. Mais je prends la peine de l'expliquer. Et moi, je crois que si nous commençons par adopter déjà certains comportements, comme la lecture, vous avez un livre qui est là. Si vous ne voulez pas, par exemple, le lire, vous préférez, comme nous le faisons, je ne dis pas que c'est mauvais, mais marcher. Parce que nous avons un problème, nous avons un problème de priorité. Nous avons un problème de priorité. Vous allez voir, les gens préfèrent, par exemple, marcher que de s'instruire. Je ne dis pas que marcher est mauvais, mais il faut prioriser les choses. Parce que quand vous marchez, sans comprendre même pourquoi vous marchez, sans comprendre de quoi il s'agit, vous ne faites rien. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette posture-là. Qu'on le veuille ou pas, posez la question à nos compatriotes qui marchent. Pourquoi vous marchez? Ils vont vous dire 6 millions de morts, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a ces millions de morts? Là, je vous dis, ça va être compliqué. Vous posez aux gens la question de savoir, connaissez-vous au moins le nom d'une seule multinationale qui opère au Congo? Il y a des gens qui ne savent pas. Mais ces gens-là marchent. Ils marchent contre qui et contre quoi et pourquoi? Ils ne savent pas. Et puisque les oppressions du Congo savent cela, ils vont s'appuyer sur ça. Ils vont même vous exhorter à marcher si vous ne marchez pas. Ils vont vous exhorter à marcher. Et vous allez devenir, sans vous en rendre compte, leurs alliés objectifs. Mais le jour où vous allez comprendre, le jour où votre esprit va s'ouvrir, vous allez poser des actes contraires qui vont aller dans le sens de vos intérêts. Pour moi, c'est un impératif. Aujourd'hui, la décolonisation des esprits, c'est un impératif. Et surtout, je crois à ce que vous appelez la révolte des intelligences. C'est ce que moi j'appelle le renouvellement de l'intelligence est quelque chose de primordial, pour ne pas dire impératif aujourd'hui, pas seulement pour les Congolais, mais surtout pour tous les Africains, pour renverser les rapports de force. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont des têtes pleines qui sont mal faites. Et ce que nous avons en Afrique, vous avez de ceux que vous appelez les technocrates qui ne comprennent rien en fait aux réalités de leur pays et qui récitent ce qu'ils sont appris dans les universités occidentales. Mais ces gens-là, comment voulez-vous qu'ils développent leur pays s'ils appliquent ce que dit le FMI ou ce que dit la Banque mondiale? Voilà les produits que nous avons. Nous avons des produits que moi j'appelle des produits intellectuellement toxiques. Ce sont des produits intellectuellement toxiques. Et il faut commencer par dépolluer les esprits des gens, remplacer même des choses qui sont essentielles aux intérêts de l'Afrique d'abord. Et cela passe par un travail de lecture, par un travail d'investigation, comme moi je fais. C'est ce que nous devons faire. Vous allez voir, lisez l'histoire de tous les grands révolutionnaires. C'était des gens qui ont une grande capacité de compréhension de l'histoire. Ce sont des gens qui lisaient beaucoup, qui cherchaient à comprendre, qui savaient vraiment comprendre d'où ils viennent, leurs origines, qui ils sont, avant de comprendre les autres. Nous comprenons les autres, nous ne savons même pas qui nous sommes, mais nous voulons comprendre les autres. Et nous intériorisons ce qu'ils sont. Et nous voulons adapter ça à nous. Et ça crée ce que nous avons. Donc vous allez voir quelqu'un, comme Adel Ampoyo par exemple, j'ouvre la parenthèse, qui est nommé Premier ministre. On dit que le FMI l'apprécie, les Congolais clament. Les Congolais acclament parce qu'on leur dit que Adel Ampoyo est aimé par les institutions de Bretton Woods. Mais ces gens-là l'aiment parce qu'il va payer le pays, même inconsciemment, en leur faveur. D'où l'importance de la révolution de l'intelligence, comme vous dites. Voilà. Une autre question. Je suis ivoirien, et la question que je voulais poser, c'est une question qui me préoccupe beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'en RDC aujourd'hui, il y a un piège qui est en train de se refermer, et c'est un peu le même piège en fait qui serait refermé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, si vous voyez par exemple les mouvements de résistance ivoiriens, il y a beaucoup qui croient qu'en fait il faut se battre contre les Burkinabés.
Et au Congo, j'ai commencé à voir le piège se refermer, c'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'il faut se battre contre le Rwandais en quelque sorte. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le Rwandais, c'est comme vous l'avez expliqué, c'est un système, c'est Kagame, c'est les gens qui sont au-dessus de lui. Et donc ma question c'était, vous avez parlé de Cheikh Anta Diop, vous avez parlé de Nkrumah, qu'est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le panafricanisme peut apporter au Congo, au Rwanda et aux Africains en général? Merci pour la question. Vous avez totalement raison. Pour parler du panafricanisme, moi aujourd'hui, j'opte pour un régionalisme réfléchi. C'est-à-dire que si nous voulons aller tout droit au panafricanisme aujourd'hui, ça ne va pas réussir. Pourquoi? Parce que les puissances occidentales se sont arrangées pour avoir des lacunes. C'est le problème que Kadhafi a eu en essayant de réunir les Africains. Un État comme le Rwanda, je vous donne un exemple. Regardez, il y a eu un vote à l'ONU sur l'adhésion de la Palestine comme, je crois, État observateur des Nations Unies. Vous savez qu'il y a 6 pays africains qui ont voté contre? Oui, il y a 6 pays africains qui ont voté contre. Vous vous rendez compte? Mais vous savez pourquoi ces pays ont voté contre? Allez chercher des rapports avec Israël. Ces pays-là ont des rapports très directs avec les États-Unis et Israël. Le Togo, le système, les services de sécurité est lié à Israël. Au Cameroun, les forces présidentielles sont formées par les Israéliens. Au Rwanda, d'ailleurs, c'est un secret de polichinelle. Donc vous voyez, si vous essayez, et si on essaie, ce n'est pas mauvais, mais si on va tout droit, vous allez trouver des États, vous allez trouver des Compaoré. Regardez ce que Compaoré aujourd'hui fait au Mali. Il en hérite un état de fait de la balkanisation du Mali. Donc vous allez trouver des gens qui feront tout pour faire échouer cela. Mais comment on peut réussir? On peut faire comme en Amérique latine, où il y a eu beaucoup d'États qui étaient des satellites des États-Unis. Mais ça a commencé le Venezuela avec la Bolivie. Après, il y a l'Équateur qui se joint à la Ligue, ainsi de suite. Et des pays comme la Colombie se sentent maintenant tellement isolés qu'ils sont obligés de changer leur manière de faire pour se joindre à la Ligue. En même temps, ces pays-là, soucieux de leur indépendance, ont même exclu les États-Unis et le Canada de leur organisation. Vous voyez ça? Ce sont des gens qui se respectent. Et en Afrique, si aujourd'hui, le Congo, un Congo libre, souverain, partie de relations de proximité, avec par exemple le Congo-Brazza, le Cameroun, ainsi de suite, c'est sûr que ça va avoir de neige. Ça va tache d'huile, ça va aller. Mais l'idée d'aller à un panafricanisme contre la Libye, l'Afrique du Sud faisait partie de ces pays, le Nigeria faisait partie de ces pays-là. Vous voyez, nous nous retrouvons comme ça, avec des pays satellites au sein de l'Union africaine qui servent les intérêts des puissances occidentales. Alors il faut commencer par isoler ces pays-là, par des stratégies bien définies, parce qu'il y a des pays, les Africains, les peuples africains veulent l'unité de l'Afrique. Et les dirigeants marionnettes, certains n'en veulent pas. Il faut commencer par, comment dirais-je, les éloigner ou même les mettre en quarantaine. Et petit à petit, ils se sentiront tellement seuls qu'à un moment donné, ils seront obligés peut-être de revoir leur politique et de se joindre à l'équipe des dirigeants beaucoup plus libres de leurs actions et surtout qui veulent aussi la souveraineté de leurs États. Voilà. Je m'appelle Jean-Noël, je viens d'Irlande et Dublin. Donc, je ne suis pas venu uniquement pour cette conférence, mais je suis venu dans le cadre de mon travail. Je travaille dans une société d'assurance qui a préféré que je vienne faire l'audit ici à Paris. Quand j'ai vu ces communiqués, je me suis dit, mais je dois y aller parce que c'est mon pays et j'ai ce souci-là de pouvoir écouter mon frère qui a écrit un bon livre et que je n'ai pas encore consulté, mais à travers cette occasion, donc, je ne manquerai pas à obtenir une copie. Aujourd'hui, c'était le matin quand j'ai eu un coup de fil d'un ami qui est ici à Paris. Et il me demandait, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas aller où aujourd'hui? Parce que je suis à l'hôtel.
je lui dirais que non, aujourd'hui je dois aller à la conférence. Il y a une conférence qui est organisée par un frère, un Congolais, qui va nous parler sur son livre. Il vient de loin, il vient du Canada. Et il me dira, mais écoutez, nous les Congolais, on ne s'intéresse pas à ces choses-là. Moi je dis, ah bon, mais toi tu te dis que tu es combattant, comment est-ce que tu ne peux pas t'intéresser à cette chose-là? Je ne sais pas s'il m'a vraiment compris, mais je pense qu'avec le temps, j'essaierai de les expliquer, de lui expliquer ce qu'il faut. Vraiment, vos analyses sont très pertinentes et tout ce que vous avez écrit en vous entendant parler, donc je suis vraiment satisfait. Et les bien-aimés qui m'ont précédé, ils ont même posé des questions. Et c'est vraiment dans le même sens que je devrais conduire aussi pour savoir les pistes que vous préconisez, surtout sur le plan politique. Mais n'oubliez pas aussi que sur le plan politique, actuellement, les Congolais ne font plus confiance à la politique, ils ne font plus confiance aux politiciens. Et vous, tel que vous êtes là-bas, qu'est-ce que vous allez proposer comme piste? Est-ce que nous allons lutter avec les armes pour les chasser, ou bien nous allons nous organiser sur le plan politique et chercher de l'aide, comme notre frère vient de le dire, parce que nous ne pouvons pas vraiment rester comme ça. Nous n'allons plus attendre. Les temps passent, les temps courent, le pays est au bord de l'explosion. Donc, je ne vois pas pourquoi nous devons encore tarder. S'il faut nous organiser, nous devons nous organiser. Il y a un frère qui est ici à Paris qui me dira, mais nous qui avons eu la chance d'être formés dans des universités occidentales, nous devons l'appeler, nous devons nous organiser pour nous mettre ensemble, nous tous, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, pour que nous puissions créer quand même un cadre pour que nous puissions avancer. Les livres sont sortis et nous continuons toujours à écrire. Notre aîné Honoré Mouane a écrit un livre. Il y a aussi le français Pierre Payan a aussi écrit un livre. L'autre fois, lorsque je faisais mes recherches pour ma thèse de maîtrise, j'ai contacté un ami qui est professeur assistant à l'université de Kinshasa, qui me dira non, Jean-Noël, j'ai un ami qui est, il est belge, belgo-américain, qui vient ici à Kinshasa dans des recherches, et si tu peux le contacter. Je l'ai contacté par mail, il me répondait non, mais tu peux lire le livre de Pierre Payan. Et moi-même, je me suis posé cette question. Mais pourquoi il me recommande de lire le livre de Pierre Payan, du moment où il y a aussi Honoré Mouane qui a écrit aussi un livre sur les crimes et ainsi de suite sur le Congo. Donc je me suis posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, j'ai la réponse. Sur tout ce que vous venez de dire, j'ai vraiment la réponse. Je suis vraiment content. Donc nous-mêmes, nous devons faire des efforts. Au-delà des paroles, des actes. Donc, mes chers amis, je vous invite, pour le courage de notre frère qui a fait cette édition merveilleuse, qui servira d'instrument pour le combat, de faire une standing ovation et de réchauffer cette salle parce que c'est un travail qui demande beaucoup de patriotisme par rapport à tout ce qui passe dans notre pays. On ne peut pas rester comme ça dans une salle refroidie. Il faut qu'on montre à notre frère que nous soutenons son initiative. Bon, ma question est la suivante. Depuis que le livre est sorti, je pense que vous avez dû avoir des gens qui ont fait des démentis, qui ont mis leur adversité là-dessus. Ce serait bien que nous puissions savoir, parce que c'est un débat qui est ouvert et nous allons nous aussi prendre position forte d'une façon énergique afin que la vérité soit dite. Et de deux, c'est les voies de solution, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on en aura fortement besoin. Quelles sont les pistes de solution pour sortir de ce carcan? Ça fait 15 ans que ça dure. Je sais qu'à un moment donné, il faudra qu'on se retrouve avec une calache à la main, parce que c'est le message qu'ils comprennent. On le fera.
Mais si entre-temps il y a des voies de solution intellectuelles, l'activisme que nous devons prôner à partir d'ici, il faudrait que nous puissions en partager le sujet. Merci beaucoup. Et, Voilà. La semaine dernière, j'avais posé cette question pour savoir quels sont les alliés du Congo et des Congolais de demain. Donc voilà, vous avez donné l'exemple la fois dernière de Chavez et du Venezuela, donc du peuple vénézuélien. Mais je crois, à mon entendement, au stade où nous sommes, nous devons trouver des alliés. Vous qui avez fait des investigations, voilà, vous croyez que Chavez et le peuple vénézuélien se sont levés tout seuls? Donc voilà, par là, j'aimerais faire une métaphore. Même un bébé, lorsqu'il apprend à marcher dans ses premiers pas, il a besoin, voilà, de garde-fous, et il a toujours des gens autour qui l'aident à marcher. Et au stade de Congolais, voilà, nous ne sommes pas bébés, nous sommes presque cadavres moribonds. Donc voilà. Moi j'ai besoin, voilà, vous ne voulez pas qu'on ait des alliés, vous avez dit que le peuple vénézuélien, c'est d'abord, comment dirais-je, c'est levé tout seul. Et les alliés sont venus après. Je parle des alliés du Venezuela comme la Chine ou la Russie. Et, voilà, moi j'ai besoin, par contre, pour le Congo et le Congolais de demain, que nous ne soyons pas soumis aux alliés ou à cette aide qu'on peut nous donner pour nous relever et marcher. Parce que même dans des pays soi-disant amis comme la Chine ou la Russie, mais nous savons tous, la nuit tombée, ils se retrouvent dans le même sac avec les États-Unis, la France, les Européens en général. Donc pourquoi pas recréer un mouvement de non-alignés et faire un blocus contre les impérialistes, contre cette classe des privilégiés de l'Occident. Et comme ça, on pourra renverser les rapports de force, comme le disait mon frère ivoirien. Voilà, essayons vraiment de faire un blocus. Ils vont nous empêcher de nous réunir pour les combats. Plus ils vont nous empêcher, plus nous serons encore galvanisés pour créer vraiment un bloc pour faire front commun face à nos détracteurs. Les questions de mon compatriote Lucien Zapa et puis Jean-Noël se rejoignent un peu. Vos deux questions se rejoignent un peu quant aux pistes de solution. Les pistes de solution sont diverses, elles sont variées. Si vous posez par exemple une question sur les questions sur le plan économique, je peux vous le dire en tant que je ne vois pas l'utilité de travailler avec le Fonds monétaire ou le droit également mondial, où nous devons carrément nous retirer de ces institutions pièges, des institutions pièges occidentales qui n'ont d'international que le nom et qu'on utilise pour nous assujettir. Ça, c'est sur le plan par exemple économique. Si on doit parler d'autres pistes de solutions par rapport aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui, le premier élément, comme j'ai toujours dit, c'est qu'il faut faire le diagnostic. Et comme je vous ai dit, beaucoup parmi nous n'ont pas encore fait le bon diagnostic. Ils ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Vous venez de les dire, vous avez parlé à votre ami, pour lui dire que je veux une conférence, lui te dit qu'est-ce qu'on va faire là-bas. C'est-à-dire que la réflexion n'occupe aucune place dans ce que nous faisons. Même pour aller se battre, il faut réfléchir. Même pour aller se battre. Et je dis toujours que le militaire qui est au front n'est pas celui qui profite la stratégie de guerre. Il y a des généraux, il y a des officiers qui s'asseyent, qui ouvrent des cartes militaires, qui vont profiler des stratégies, et les militaires au front vont exécuter. L'abbé Jean-Pierre Bello a dit, ceux qui oppressent le Congo ont pris le temps de réfléchir aux stratégies qu'ils vont appliquer. Nous devons aussi réfléchir aux stratégies que nous allons appliquer contre-attaquer et remporter la bataille. Ça, c'est le premier élément de la réflexion. Après, que pouvons-nous faire? Les jeunes, par exemple, je donne un exemple au Canada. Aujourd'hui, moi j'ai donné une conférence à l'université Concordia. Après, des jeunes universitaires de cette université ont entrepris une action qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, les appareils électroniques qui rentrent à l'université de Concordia sont contrôlés. En fait, on suit la chaîne d'approvisionnement pour savoir d'où provient le collant qu'on utilise dans ces appareils. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup. Nous devons aussi sensibiliser les populations dans les pays où nous sommes. Parce que nous voulons avoir des alliés. Français qui parle des alliés. Voilà une occasion de se chercher des alliés dans le combat que nous menons. Quand le monde dit que nous ne serons pas seuls, Lumumba c'est un poète.
Il disait, l'Afrique, nous ne sommes pas seuls. Nous trouverons à nos côtés les peuples. Il ne dit pas les élites, il parle des peuples. Parce qu'en fait, les mêmes peuples ont les mêmes problèmes que nous. Regardez ce qui se passe en Grèce, en Espagne, dans tous ces pays. Ils sont en train de vivre les mêmes situations à des degrés différents. Mais ils connaissent les mêmes situations. Ils sont oppressés par les élites. Nous pouvons trouver des alliés en approchant aujourd'hui ceux qui sont dans ces pays, en les intéressant. Mais vous êtes des Français, moi je suis Canadien, même si nous aimons notre patrie. Mais nous devons aussi profiter de cela. Mais pour expliquer aux Français, aux Canadiens ce qui se passe au Congo, il faut quand même comprendre ce qui se passe. Il faut avoir une bonne lecture des événements. Parce que si vous allez leur dire des choses qui ne tiennent pas la route, nous allons pas revenir à la compréhension des enjeux des événements. Vous vous rendez compte, moi j'ai vu un compatriote qui a dit, un Canadien qui explique aux Canadiens que bon, le problème du Congo, vous savez, Kabila a fait ça, Vous vous rendez compte du Canadien qui le regarde et qui sait que ces multinationales canadiennes qui sont impliquées là-bas, vous vous rendez compte de ce qui se dit dans sa tête. Il se dit, voilà un ignorant, il faut le laisser comme ça. D'autres actions que nous pouvons poser. Au Canada, nous posons beaucoup d'actions, par exemple. Nous avons entrepris des actions comme Somazongisa. Vous avez entendu parler de ça. On achetait des produits électroniques chez Apple, par exemple. Nous en demandons un jour, nous allons remettre, nous faire rembourser. Ils payent plus d'assurance, mais quand nous faisons rembourser, nous remboursons parce qu'il y a du son dans ces appareils. Qu'est-ce qui arrive? C'est que ça attire l'attention des gens qui sont là, qui se demandent. Imaginez 50 personnes filent de 50 personnes qui veulent se faire rembourser les mêmes appareils et qui disent la même chose. Et même le vendeur qui vous vend, ça pourrait le pousser à aller chez lui, à aller un peu sur Google, parce que souvent ils ignorent beaucoup de choses. Il va aller sur Google, il va peut-être regarder pour dire mais pourquoi est-ce qu'ils disent qu'il y a du son dans les appareils électroniques? Et lui, il peut répercuter l'information. Moi, personnellement, par exemple, en 2008, j'avais fait faire 6000 flyers avec une note explicative sur l'implication du Canada au Congo. J'avais déposé dans les boîtes aux lettres. Je mettais un numéro de téléphone, je mettais des sources s'ils veulent se renseigner. Je vous dis, j'ai reçu pas moins de 100 appels. En 2008, il y avait des gens qui me plaisaient juste pour demander, est-ce vrai ce que je lis? Est-ce vrai? Et ils sont des êtres humains comme nous. Moi, maintenant, je suis invité par des syndicats canadiens. Pourquoi? Même pas les Africains. Maintenant, ce sont eux qui m'invitent pour dire, pour entendre ce que j'ai à dire sur l'implication du Canada. Il y a des gens qui ont proposé de faire de ce livre un film documentaire. Ça, c'est possible. Voyez-vous? Ils se disent, mais non, on ne le sait pas. Parce que quand vous dites à un Canadien que les fonds que vous investissez dans les fonds de retraite et qui sont investis vers la bourse de Toronto servent en fait des multinationales qui sont impliquées dans les zones de guerre. Donc d'une certaine manière, vous êtes co-responsable de ce qui se passe. C'est une accusation. Qu'est-ce qui se passe? Mais le monsieur, il devient criminel malgré lui. Et il va agir. Moi, il y a un monsieur qui m'a posé la question de savoir, moi je veux intervenir, moi j'ai des fonds qui ont été investis dans une compagnie minière en Tanzanie. Quand je vois ça, je veux aller voir, écoutez, je veux aller voir mes fonds, je ne peux pas continuer comme ça. Ce sont des actions qu'on peut poser. Nous avons un site même qui s'appelle Igneta. Il y a de l'information qui est relayée. C'est important. Mais nous ne le disons pas. Maintenant, si je vous propose encore plusieurs, parce qu'il y a des actions, vous avez parlé de la Kalachnikov, je ne peux pas en parler ici, vous savez pourquoi. Mais on ne garde rien. Mais c'est une guerre des intelligences aussi. Nous allons nous battre contre eux, nous allons utiliser notre tête. Autant ils utilisent leur tête, autant nous allons utiliser notre matière grise. Et le reste, on verra maintenant qui va gagner. Et pour finir, avec ce que disait Francis par rapport au pourquoi les pages écrites, pourquoi les non alignés. Mais c'est un peu à ça que je fais allusion, je l'ai fait donc furtivement quand je dis commencer. Il y a des pays, quand le monde est allé voir Roma, il pouvait aller voir d'autres États, mais il y avait un noyau, il y avait des gens, il y avait des dirigeants qui comprenaient les enjeux et qui se sont investis, et ensemble, ils sont bouleversés beaucoup d'événements, beaucoup de choses. Ils ne sont pas allés voir au Volbani parce que c'était, vous savez, la marionnette de la France. Il y avait Goma, il y avait Sékou Touré, il y
On peut commencer par là. Ne change. Avant de devenir grand, il faut commencer petit. Et nous devons surtout faire preuve d'abnégation. Sinon, nous n'y arriverons pas. Parce que nous voulons, je sais que ça fait tellement mal, on veut vraiment atteindre un peu, on veut renverser ça, on se demande comment, mais on peut commencer quelque part. Donc c'est ce que je peux. Bon, avant de poser ma question, je dirais premièrement qu'il y a un frère africain, professeur Gomez, je sais, tu connais Gomez, il fait un séminaire la semaine prochaine, samedi prochain, mais sauf avec lui, c'est payant, 12 € sur la balkanisation du Congo, génocide. Et les gens viennent parce qu'il a habitué aux gens. Parce que le livre que vous avez écrit, c'est un prix énorme en termes de recherche, beaucoup de choses. Je vous épargne le détail. Et ces professeurs-là font des conférences, des séminaires, parce que tous les viennent, mais c'est payant. Parce que l'Africain que nous sommes, nous devons apprendre à payer les prix. Là, c'est gratuit. La salle est vide. On est à Paris. Ça explique notre inconscience. Et c'est malheureux. C'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est le problème des priorités. Donc voilà. Ma question est de savoir pourquoi ne préconisez-vous pas des séries de séminaires? Pas forcément sur base des révélations que vous avez faites dans le livre, mais sur base de toute la problématique du Congo. C'est-à-dire faire une série de séminaires tout le temps, trimestriellement, ou pour que les Congolais apprennent à lire, parce que c'est important. Et c'est pas seulement la première conférence qui se fait à Paris, où il y a moins de monde, il y a plein de conférences qui se fait ici. Les Congolais ne s'intéressent pas à ça. Ils s'intéressent plus à tout ce qui est spectaculaire. Et c'est malheureux. Voilà ma question. Pourquoi ne préconisez-vous pas, que ce soit au niveau de l'Amérique du Nord, que ce soit nous qui sommes ici, une série de conférences, d'explications pour les livres, pour qu'ils s'en rendent, parce que 640 pages, ouais, pour nous qui n'avons pas l'habitude des lectures, il nous faut commencer petit à petit. Merci. Merci, merci Alain pour la question. On aimerait que je donne votre conférence. Avant de venir, si j'en ai donné au moins 9 avant de venir. Ici, on m'a invité, j'étais allé, j'ai vu Francis, j'ai rencontré Francis et tout, et ça s'est bien passé. Là, je suis là devant vous. Vous allez faire des gens à l'inconscience des Congolais, c'est vrai. Moi, je vous donne un exemple. Je vais vous dire ça, je le dis souvent. Vous savez, j'ai rencontré un Rwandais, j'ai été invité par les Rwandais. J'ai été invité par les Rwandais, 3 ou 4 fois. Et une fois, il y a un Rwandais, c'était un pro-Kagame. Un pro-Kagame. On défendait Kagame et il m'a dit une chose. Il m'a dit ceci, Patrick, vous pouvez tout dire de Kagame. Vous avez raison. Je vous l'accorde. Mais au moins, vous ne pouvez pas reprocher à Kagame d'entretenir votre ignorance. Je vous dis, j'avais envie de donner un coup de poing. Il avait tellement raison qu'au fond de moi, je suis resté calme. J'ai dit, bon, on va discuter après. Et ça m'est resté. Jusqu'aujourd'hui. Voilà des gens qui nous observent, qui nous combattent. Ils savent que nous sommes inconscients. Ils s'arrangent même pour que nous demeurions dans cette inconscience. Et vous devenez, je vous ai dit, des alliés objectifs. Les Rwandais, je vous dis, c'est pas pour vanter les Rwandais, mais j'ai vu les Rwandais s'investir. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé des événements payants, ils ont rassemblé l'argent, ils ont acheté le livre, ils ont partagé dans leur communauté. Et une dame rwandaise m'a dit, ce livre est une arme pour nous qui luttons contre Kagame. Voilà ce qu'une dame rwandaise dit. Maintenant, posez la question congolaise. Je vous ai dit, je ne suis pas contre les actions que mènent même de combattants. Mais il y a une chose, est-ce que les combattants se sont déjà interrogés sur les résultats de leurs actions? Ou même sur le pourquoi de leurs actions? J'étais à Lille, il y a des compatriotes qui étaient un peu frustrés, qui disaient oui, écoutez, vous ne pouvez pas vous battre contre les gens que vous ne connaissez même pas. Ils se battent contre personne. Quand vous parlez, même à des gens
au pays. Il y a des gens qui en rient. Parce qu'ils ont compris, ces gens sont des ignorants. Donnons-leur l'impression qu'ils sont en train de faire la bonne chose, alors que ce n'est pas ça. Et c'est comme ça que tous les systèmes de pouvoir s'imposent et assujettissent les peuples. Nous devons commencer quelque part. Ce professeur qui a écrit ce livre-là, écoutez, si un étranger prend le même livre, on enlève mon nom, un étranger, les gens vont aller. Parce que l'aliénation, mon frère, l'aliénation, c'est ça l'aliénation. Parce que la vérité semble toujours différente quand c'est l'autre. Surtout quand elle est blanche, elle est encore mieux. Il y a des gens qui ont invité un ami canadien dans une conférence. Un blanc. Cet ami-là m'a appelé. Il m'a demandé, mais j'étais à la conférence et tout. Pourquoi tu n'étais pas là? J'ai dit non, je n'étais même pas au courant. Mais il a dit à un des compatriotes, moi je suis mal placé pour vous expliquer ça. Il faut que vous appelez Patrick. C'est lui qui m'a dit. Il était gêné quand il me le disait. Moi, je n'ai pas voulu le faire comprendre. Bon, il y a des habitudes que nous avons. Naomi, les linges sales, on essaye de... Mais vous voyez ce que les autres pensent de nous. Et les autres ont vraiment une perception assez biaisée. Les gens marchent ici. J'ai toujours trouvé que c'est bien. Mais quand ça n'apporte rien, à un moment donné, il faut réfléchir. Pourquoi nous posons telle ou telle action? Je vais vous donner l'exemple pour finir. Sur le ce qui se passe au Proche-Orient. Il y a un imam très brillant qui a un jour dit, est-ce que vous pensez que les actions terroristes servent la cause arabe? Non. Les puissances qui assujettissent l'Afrique sont très violentes, très barbares. Donc quand vous faites du terrorisme, ce qu'eux appellent tous contre eux, elles sont contentes. Parce qu'elles ont moins l'opportunité de vous assujettir, de faire tout ce qu'elles veulent. Et avec nous, quand elles nous observent, ils se posent les mêmes questions. Est-ce que vous voyez les Rwandais s'agiter contre nous? Et regardez leurs actions. C'est réfléchi, quand ils tapent, ça fait du bruit. Mais quand nous nous tapons, ça fait rien. On a même, j'ai dit à des compatriotes pendant un moment donné, ne dites pas sur le net que vous allez tuer tous les Tutsis. Ça sert leur cause. Il y a des gens qui vont dire non, on a fait ça, c'est bon. Mais Kagame, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit ah, ils vont tuer Tutsis. Mais leur propagande repose sur cette histoire de génocide. Et quand vous tenez de tels propos, ils peuvent être contents. On dit voilà des gens qui veulent le tuer. Voilà pourquoi nous intervenons au Congo. Et puisque c'est tout la mal nommée communauté internationale ne comprend rien, ils vont dire oui, effectivement, ils sont quand même raison. Vous interrogez pourquoi est-ce que tous les pays ont voté. Les pays, la majorité a voté pour l'adhésion du Rwanda au Conseil de sécurité. Mais les Rwandais savent se vendre. Ils ont leur histoire de génocide. Ils vendent ça qu'ils veulent. Mais qu'est-ce que vous avez comme contre-argument? Et pourtant, on a tout dit ici. Puisque vous ne lisez pas, vous n'avez pas de contre-argument, vous allez aller là-bas, oh oui, mais nous sommes à 8 millions de morts. Les vôtres, nos millions de morts ne sont pas médiatisés. Leurs morts ont été médiatisés pendant longtemps et eux continuent ce travail de propagande, d'endoctrinement. Eux ont des éléments, même quand c'est le mensonge. Ils avancent alors que nous n'avançons pas. Parce que dès le départ, d'abord, nous ne comprenons rien, nous ne lisons pas, nous crions, nous aimons tout ce qui est spectacle, vous avez totalement raison, nous aimons le spectacle. Et les autres l'ont compris. Ils ont dit, bon, continuons à leur faire croire qu'ils mènent de vrais combats alors qu'on n'en est rien. Et nous voilà toujours à la case départ. Merci. Alors, merci d'avoir assisté à la conférence. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui ou qu'est-ce que vous avez relevé aujourd'hui? Non, mais j'ai compris que l'éveil des consciences des Congolais ne reste pas
être morte. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole s'envole, les écrits demeurent. Donc, pour faire des productions, pour léguer à nos générations la vraie vérité sur notre pays. Et les solutions, on les trouve après avoir obtenu l'information, la vraie. Et l'information, il faut la rechercher. Et on la recherche dans la lecture. Aujourd'hui, ce sont les idées qui gouvernent. Ce sont les idées qui gouvernent. Les idées, on les a lorsqu'on s'informe, lorsqu'on va à la recherche. Merci beaucoup. Hein. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui par rapport à la conférence que vous venez de suivre? Bon, personnellement, j'ai été enrichi. Le livre m'a ouvert l'esprit, j'ai compris les enjeux qui fait que le Congo reste bloqué sur tous les plans. Donc avec ces livres, j'ai compris vraiment que j'ai compris comment nous devons s'organiser pour changer le système. Parce que ce n'est pas la personne qui est au pouvoir qui fait que le Congo ne marche pas. C'est tout un système. Donc notre problème aujourd'hui, combattre ce système, réveiller l'esprit des peuples congolais. En fait, les peuples congolais comprennent les enjeux qui leur retardent le développement. Nous voulons vraiment que les peuples congolais comprennent. Si ces peuples comprennent aujourd'hui les enjeux, ils vont vouloir se libérer. Pour que les peuples se libèrent, il faut qu'ils comprennent leur propre histoire. Le problème des Congolais, c'est ça. Nous ne comprenons pas notre histoire. Nous ne comprenons pas d'où nous venons. Et par le livre de Patrick Mbeko, ils prendront note. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Moi, c'est Bassassa. Merci, monsieur Massa. Alain, un activiste congolais qui est régulièrement sur Facebook et dans beaucoup de manifestations et dans beaucoup d'écrits. Aujourd'hui, présent durant la conférence de Patrick Mbeko, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet, Alain? Bon, la conférence de Patrick a été très enrichissante, dans le sens qu'il nous montre comment le Canada, un pays qui n'a pas participé à la colonisation, est impliqué d'une manière atroce en fait, dans la crise du Congo, dans les pièges du Congo depuis les années 60, depuis l'arrestation et l'assassinat de Lumumba, le Canada est impliqué. Et je nous encourage à lire ce livre de Patrick Mbeko parce que sans connaissance, on va battre des lèvres. Donc il faut apprendre pour bien mener notre combat. Merci beaucoup. Monsieur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la conférence? Ouais, j'ai beaucoup apprécié la conférence de notre frère Patrick Mbeko. Il nous a vraiment bien expliqué comment les choses se passent au Congo. Nous sommes ici pendant plusieurs années. Parfois, on ignore vraiment ce qui s'est passé au Congo. Par rapport à cette conférence, on a bien compris des choses. Et les pistes qu'il a proposées pour la sortie de crise demain, et nous croyons que demain, il y aura la sortie des crises. Seulement lorsque nous, les Congolais, nous allons nous donner les mains dans la main, et ça va aller. Merci beaucoup.